Cher, pour clore votre biographie riche d'enseignements et la série de vos œuvres pluridisciplinaires, on aimerait bien poser quelques questions diverses. Je vous en prie. En commençant par une première question. Qu'en est-il aujourd'hui de vos anciennes relations avec les instituts iraniens? Bien, depuis 2012, c'est la rupture définitive. Pour plusieurs raisons à la fois. C'est pas moi qui ai cherché la rupture, c'est pas de mon caractère. On peut avoir des différences, des problèmes avec des gens qu'on est appelé à côtoyer. On essaie de trouver toujours des points communs pour œuvrer ensemble dans ce qui est commun et on laisse de côté ce qui fait la différence. C'était toujours ma devise. Mais quand on arrive à recevoir des coups sous la table, comme on dit, des trahisons, et en plus dans un climat où on est appelé à finalement devenir un faux témoin. Voilà. Pour résumer tout, lors de mon retour en Tunisie, ils étaient appelés à faire un choix fondamental. Ou bien jouer le rôle de faux témoin, et donc dire de mes anciens hôtes, là où j'étais exilé pendant de longues années, j'ai travaillé, dire des choses qui ne sont pas vraies, pour plaire à certains gens en Tunisie, ou alors j'étais acculé au silence complet et je ne devais même pas participer à quoi que ce soit. J'étais interdit d'accès à tous les médias. Jusqu'au jour où je suis sorti de la Tunisie, mon nom est interdit de tous les médias. Parce que j'ai refusé de faire le faux témoin. Et donc, j'ai averti les autres, voilà, je ne suis même pas prêt à aller là-bas pour prendre mes derniers droits, parce que finalement j'ai dû sacrifier certains de mes droits pour garder mon indépendance. C'était fini. Pour une autre raison, c'est ça l'essentiel, hein, qui me dépasse et dépasse certainement les autres aussi, qui étaient mes interlocuteurs dans les instituts. C'est une question politique. C'est l'affaire en Syrie, c'est la guerre civile en Orient. Il fallait, à leurs yeux, que je prenne position avec eux et faire comme l'ont fait certains prédicateurs partout dans le monde, de telle sorte que, au moins, les musulmans qui m'écoutent aient cette impression que dans cette fitna-là, le côté iranien n'est pas du tout du côté de l'agresseur. Alors là aussi, ça revient au faux témoignage. Je ne pouvais pas l'accepter. Le dernier qui a couru derrière moi pour faire des pressions et pour que je fasse quelques interventions, pour que j'écrive quelque chose au profit de la position de la coalition de l'État contre la révolution syrienne. Le dernier, bon, malheureusement, lui, il a été tué dans un accident. Malheureusement, je dis parce que j'aurais aimé qu'il se repentisse avant sa mort. Mais il a fait tout l'impossible pour mettre la pression sur moi pour que je fasse quoi que ce soit, qu'il me mette dans le camp des agresseurs. Alors que ce n'était pas du tout possible pour moi. Et j'ai préféré mourir que de finir mes jours comme un faux témoin. Avec ça, vous comprenez que c'était une rupture qui n'était pas de ma part. Et depuis 2012, donc, il n'y a plus aucun contact. Et heureusement, je ne suis pas endetté envers eux, et c'est plutôt le contraire. Donc, j'ai laissé tomber tout le reste de mes droits, et voilà. Jusqu'à ce que, espérons un jour que ça se répare entre les musulmans et les plus sages des deux côtés prennent les choses en main et arrêtent ce carnage. C'est catastrophique ce qui se passe là. Cher, dans votre dernier séminaire des sectes, vous avez critiqué le chiisme, notamment le chiisme safavide, et ça a suscité des réactions. Comment vous expliquez ça? Vraiment, c'est la question que tout le monde se pose.
D'ailleurs, rappelez-vous bien, au beau milieu du séminaire, et c'était enregistré. J'ai posé la question, lorsqu'on faisait ça, la deuxième partie du séminaire à Haute-Pierre, j'ai posé la question, comment vous expliquez que personne de Haute-Pierre n'est présent à ce séminaire-là? C'était clair qu'il a été boycotté par les gens qui voyaient très mal qu'on dénonce les incohérences qui existent dans la construction théorique, aussi bien des chiites que des khawarij aussi. Finalement, ce qui a été révélé par ce boycott et par la suite, par la grande vague de dénigrement qui a été lancée contre moi et contre tout le concile malikite qui a organisé le séminaire, cette grande vague de dénigrement sans précédent qui n'a pas du tout eu avant cela une quelconque présence. Donc c'est une réaction à ce séminaire. Ça ne peut être expliqué que par une réalité. Bon, c'est une découverte que tout le monde commence à faire en fait. Hein. C'est que Strasbourg, contrairement à l'apparence, ce n'est pas une exception dans les villes françaises. Chaque grande ville française, il y a des mosquées chiites, il y a des husseiniens, il y a des lieux de culte. Donc, on sait bien que la minorité chiite, quand même, c'est entre 8 et 10% des musulmans. Donc, théoriquement, ils sont partout. Bien sûr, comme toutes les autres minorités, ils ont leur lieu de culte, ils ont leur lieu de rassemblement, ils ont leurs prédicateurs, ils ont tout. C'est comme il y a les Ahmadis et tout. Alors, ce qui faisait réellement exception en Strasbourg, c'était avéré que c'est une exception du tout. Mais c'était plutôt un choix que les prédicateurs d'ici ont choisi. Ils ont choisi d'être dans la clandestinité absolue. Et donc par là, s'infiltrer partout, exister partout, sans se faire remarquer. Et là, ils se sont dévoilés, malheureusement pour eux, mais heureusement pour la communauté des musulmans, qui commence à se poser des questions comme vous. Comment ça se fait que le jour où on a commencé à parler de chiisme, on a commencé à faire une campagne contre nous? Et pas avant. Bien sûr, cette campagne est une campagne ridicule, elle s'autodétruit elle-même, elle ne mérite même pas qu'on lui réponde. Mais de toute façon, c'est clair pour tout observateur qui a la moindre lucidité. C'est que ces gens-là, ils se sont vus dévoilés, du coup, ils ont perdu toute chance de continuer leur prédication souterraine sous des appellations, je ne sais pas sous quelle appellation ils travaillent, peut-être sous des sophismes, des malékismes, je ne sais pas quoi. Ils peuvent travailler sur plusieurs manières. Hein. Quand on fait la tahiyya, là, on peut même faire toutes sortes de turpitudes. La tahiyya nous permet de faire ça. Et aussi, on peut porter une djellaba de salafiste, et là, on devient le takfiri le plus extrémiste, par tahiyya, bien sûr. Tout est possible. Mais moi, je ne suis pas censé faire le détective. Hein. Donc, c'est une question que vous avez posée. Je pense que beaucoup à Strasbourg se sont posés cette question. Et c'est pour cela que cette campagne a tourné vraiment au contraire de ceux qui l'ont menée. Hein. Elle a entraîné vraiment leur faillite et leur dévoilement complet. Pas plus. J'ai pas d'explication que ça. Hein. Parce que le timing, là, il est révélateur.